Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 38. Alors, imaginez un peu la scène. Une nuit tout à fait normale à Toulouse. La ville dort, tout est calme. En apparence. Parce que dans un hôpital de la ville, une situation complètement folle, quasi surréaliste, est sur le point de se produire. C'est une histoire qui commence avec une douleur insupportable et qui va se terminer avec une alerte à la bombe. Voilà la question qui est au cœur de tout. Ça semble défier toute logique, pas vrai? Un bloc opératoire, c'est un sanctuaire, un lieu stérile où on sauve des vies. Une équipe de déminage, eh bien c'est tout l'inverse. Ça évoque le danger, la menace, l'explosion. Alors comment ces deux mondes, qui n'ont absolument rien à voir, ont-ils bien pu se percuter de façon aussi spectaculaire? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant de comprendre le pourquoi du comment, on va d'abord regarder les conséquences. On est au CHU de Rangueil, et ce qui aurait dû être une simple prise en charge médicale va basculer d'un coup dans une crise majeure. Une urgence que personne, mais alors là, absolument personne, n'aurait pu imaginer. On est au cœur de la nuit. Dehors, tout est silencieux. Mais aux abords de l'hôpital, c'est l'agitation. Des gyrophares bleus déchirent la nuit. Pompiers, policiers et surtout, une unité très spéciale de déminage, tous convergent vers les urgences. L'ambiance, vous vous en doutez, est électrique. À l'intérieur, le personnel retient son souffle. À l'extérieur, le mystère est total. Et attention, là on ne parle pas d'un simple exercice. Les pros déploient le protocole le plus strict, celui qu'on réserve aux menaces les plus sérieuses. Un périmètre de sécurité est bouclé en urgence. Le message est clair. Quelque part, à l'intérieur de cet hôpital, il y a un objet qui pourrait exploser d'une seconde à l'autre. La tension monte d'un cran. Ok, maintenant qu'on a planté le décor, retour en arrière. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut rembobiner de quelques heures. Tout commence avec l'arrivée d'un patient, un patient qui, on peut le dire, est très, très loin d'être ordinaire. Un jeune homme de 24 ans passe les portes des urgences. Il est plié en deux, son visage est crispé par la douleur. Il explique qu'il souffre le martyre, mais il reste hyper évasif sur la cause. Le personnel soignant, qui en a pourtant vu d'autres, sent tout de suite que quelque chose cloche. Mais bon, la priorité, c'est de calmer cette douleur. On peut à peine imaginer le conflit intérieur de ce jeune homme. D'un côté, il y a la douleur physique qui est juste insupportable, qui prend toute la place. Et de l'autre, il y a la honte, la peur du jugement, de l'humiliation. Mais arrive un moment où la souffrance est tellement forte qu'elle balaye tout le reste. La pudeur, la gêne, tout ça disparaît face à l'urgence. Il sait qu'il va devoir tout dire, il n'a plus le choix. L'équipe médicale n'a pas d'autre solution. Il faut opérer pour extraire ce qui cause une telle agonie. Le patient est donc préparé et emmené au bloc. À ce moment-là, les chirurgiens s'attendent sûrement à trouver un objet un peu bizarre, ça arrive, mais ils sont à des années-lumière de se douter de ce qu'ils vont vraiment découvrir. Premier indice, la longueur de l'objet. 16 cm. C'est déjà conséquent. Deuxième indice, son diamètre, 4 cm. Mettez ces deux chiffres ensemble et vous obtenez un objet assez volumineux. Mais sa nature exacte reste encore un mystère complet pour l'équipe qui s'apprête à opérer. Et là, c'est le choc. La sidération la plus totale. Sous les lumières crues du bloc opératoire, l'objet apparaît enfin. Et ce n'est pas un objet du quotidien. C'est une relique, un vestige d'un autre temps, un engin de mort, un obus de la Première Guerre mondiale. C'est à cet instant précis que l'urgence médicale se transforme en alerte à la bombe. L'histoire prend alors une tournure complètement folle. On ne parle plus seulement d'un accident un peu gênant, mais du voyage totalement absurde d'un artefact historique. Un objet qui a été conçu pour tuer et qui se retrouve un siècle plus tard au centre d'une opération, pour sauver une vie. Cette phrase, elle résume tout, non? C'est l'ironie parfaite de la situation. Cet obus, il a été fabriqué pour les tranchées, pour le bruit assourdissant des combats. Il a survécu à la guerre, il a traversé les décennies, et il termine son voyage haut, dans le silence aseptisé d'un hôpital, sous des néons blafards. C'est la collision de deux époques, de deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Regardez un peu cette chronologie, c'est saisissant. D'un côté, les champs de bataille de la Grande Guerre, la boue, le chaos, la mort. Et de l'autre, plus de 100 ans plus tard, un bloc opératoire ultra-moderne à Toulouse, un lieu de soins et de technologie. Le contraste est tellement violent que ça en devient presque poétique. Ça montre à quel point cette histoire est absolument unique. Allez, revenons à cette nuit de crise. Parce que face à une situation aussi absurde et potentiellement mortelle, la réaction des services d'urgence a été tout simplement exemplaire. C'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui, au milieu de la nuit, ont fait leur job avec un sang-froid et une compétence incroyables. Il est 1h40 du matin. L'alerte a été donnée. La police arrive la première, suivie de très près par l'équipe de déminage.
Le temps est compté, chaque minute est cruciale. La coordination entre les équipes doit être absolument parfaite pour éviter le pire. Et là, le protocole s'enclenche, à la lettre. D'abord, on sécurise la zone pour protéger les autres patients et le personnel. Ensuite, place aux experts, les démineurs, qui s'approchent de l'objet avec une prudence infinie. Ils l'examinent pour évaluer le risque. Et enfin, si besoin, ils le neutralisent. C'est une chirurgie millimétrée, exécutée sous une pression monumentale. Et puis, après de longues minutes qui ont dû paraître des heures, le verdict tombe. Et c'est un soulagement immense, général. Les experts confirment que l'obus, même s'il est bien réel, ne présente heureusement aucun danger d'explosion. La menace est écartée. L'opération chirurgicale peut enfin se terminer et la nuit toulousaine retrouve un semblant de normalité. Une fois que toute la pression est retombée, qu'est-ce qu'il reste de cette histoire ? Eh bien, au-delà de l'anecdote incroyable, presque comique, cet événement révèle quelque chose de profondément humain, autant dans la détresse de cet homme que dans le professionnalisme de tous ceux qui sont venus l'aider. Parce que les vrais héros de cette nuit, ce sont eux. Les soignants qui ont accueilli le patient sans le moindre jugement. Les chirurgiens qui ont gardé leur sang-froid face à une découverte, disons-le, littéralement explosive. Les policiers qui ont sécurisé toute la zone. Et bien sûr, les démineurs qui ont affronté le danger avec méthode et courage. Tous ces gens ont fait leur travail pendant que la ville dormait. Ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'on a deux histoires qui se sont croisées cette nuit-là. D'un côté, le drame intime, personnel, d'un patient submergé par la douleur et la honte, qui se termine par un immense soulagement. Et de l'autre, le récit collectif, professionnel des intervenants. Une véritable démonstration de calme, de compétence et de sens du devoir face à l'impensable. En y réfléchissant, pour ces professionnels, l'imprévu, c'est la norme. Ils sont formés pour gérer des situations que la plupart d'entre nous n'osent même pas imaginer. Faire face à l'absurde, que ce soit une urgence médicale improbable ou un vieil obus centenaire, eh bien, ça fait tout simplement partie de leur métier. Et cette nuit-là, ils l'ont prouvé de la plus belle des manières. Finalement, cette histoire nous laisse avec une question. Derrière le côté un peu cocasse de l'anecdote, est-ce qu'il n'y a pas un miroir de ce que nous sommes ? D'un côté, notre fragilité, notre capacité à nous mettre dans des situations impossibles, et de l'autre, notre capacité encore plus grande à faire preuve de sang-froid, d'entraide et de professionnalisme pour veiller les uns sur les autres. Peut-être que c'est justement dans l'absurdité la plus totale que notre humanité se révèle avec le plus de clarté.